Le Vélos, le Struma, le Theodor Herzl, l'Exodus 47, le Radna Senesh, l'Altalena, le Hama Apil. autant de bateaux, Autant d'histoires singulières, autant d'aventures, une épopée extraordinaire vécue par des pionniers que rien ni personne ne pouvait décourager. la Brecha, histoire de l'immigration clandestine des Juifs vers la Palestine, 1934-1948. Un feuilleton conçu et réalisé par Laurent Lopez et Gilles Rosier, Avec le soutien de la Fondation Doron. S'il vous en souvient, hier, Jean Broman, responsable de la police au camp du Grand Arenas, nous racontait comment le Mossad Le'Aliabet s'est chargé d'accueillir les rescapés de la Shoah, les sans-patrie, les juifs errants qui n'avaient plus d'attache dans une Europe à bout de souffle et parfois encore hostile. Rachel Shegam nous a livré son témoignage de journaliste. Elle avait suivi 2 groupes de candidats à l'émigration qui, à pied ou en camion, franchirent clandestinement la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Déplacés et convoyés par la Brecha, les candidats au départ n'étaient pas au bout de leur peine lorsqu'ils avaient atteint les ports français et italiens de la Méditerranée. Fallait-il encore embarquer sur un bateau? Trouver un bateau, trouver des bateaux. Tel était l'objectif principal de la Hapala, organisation dépendante du Mossad chargée de trouver des embarcations. Son chef, Ehud Avriel, déploiera une énergie incommensurable pour acheter de vieux rafiaux, pour obtenir les autorisations nécessaires à la navigation et pour enfin permettre l'appareillage. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons demandé à Georges Loinger de témoigner. Georges Loinger, résistant qui s'est engagé en 1946 auprès du Mossad Le'Aliabet pour participer à la grande aventure de l'immigration clandestine. Georges Loinger, ce n'était pas votre premier engagement. Comme prémisse à votre action au sein du Mossad, vous avez lutté contre les nazis dans la résistance juive, après vous être occupé d'enfants dans la région de Strasbourg. Ça, c'était en 1930. J'étais à ce moment-là membre d'un mouvement de jeunesse appelé Atikva, dont j'étais un des responsables. Et je crois d'ailleurs que toute mon aventure ultérieure a été orientée par cette appartenance à un mouvement de jeunesse. J'ai fait connaissance également dès 1933-34 avec le problème des juifs allemands, que j'ai vu arriver, comme tout juif alsacien, tout juif strasbourgeois, comme réfugiés à Strasbourg, première étape, et nous avons pu nous rendre compte et vivre de visu les malheurs de ce judaïsme allemand, et nous sentions déjà à ce moment-là que la même chose pourrait nous arriver. Cette orientation a été très importante pour moi, car elle a conditionné mon action ultérieure. Voyant venir à travers les nazis un danger important pour la communauté juive, étant responsable d'un mouvement de jeunesse, donc intéressé par les jeunes, je me suis donné comme objectif, étant très sportive, de devenir professeur d'éducation physique, dans l'idée de me consacrer à contribuer à fortifier la jeunesse juive pour peut-être la guérir à des événements sombres que nous voyons venir à Strasbourg. Déjà à cette époque, vous allez au devant de l'aventure, puisqu'avec ces jeunes, vous allez chercher les nazis de l'autre côté de la frontière. Oui, nous allions faire des excursions dans la Sarre. C'était donc avant que le gouvernement nazi soit établi. Et je me souviens très bien qu'avec mon équipe, nous arrivions à une auberge de jeunesse en Sarre. Et arrivé devant cette auberge, le chef aubergiste nous dit « Écoutez, vous allez avoir des ennuis parce que nous attendons un groupe de jeunesse hitlérienne. » Et ils arrivaient avec drapeau en tête et nous avions
avions un drapeau bleu-blanc avec nous. Nous sortons notre drapeau et nous avons tout de suite commencé à nous bagarrer avec ces jeunes nazis. Et finalement, nous avons été mis à la porte de cette auberge de jeunesse et chacun a campé dans un coin et nous n'avons cessé de nous menacer jusqu'à nos départs respectifs. En 1939, le conflit éclate. Où allez-vous? Vous êtes engagé dans l'armée française? Je suis mobilisé immédiatement dans un régiment de forteresse qui s'installe le long du Rhin. Jusqu'à la débâcle, je suis fait prisonnier dans la forêt d'Haguenau. Je m'évade une première fois, je suis rattrapé. Je m'évade de Haguenau où j'étais interné dans une caserne. Je suis repris et je pars en Allemagne dans un stalag, le stalag Zeta, près de Munich. Début 41, je décide de m'évader de Munich. J'avais retrouvé par hasard un cousin qui avait été fait prisonnier un peu avant moi et je le décide à s'évader avec moi et nous partons début 41. Nous passons de Munich vers la France à travers de nombreuses aventures. Nouvel engagement, vous allez dans la région d'Annemasse pour essayer de sauver des enfants en les faisant passer en Suisse. Un jour, je reçois une convocation pour Lyon et le docteur Joseph Weil, le médecin-chef de l'OSE, qui est un Strasbourgeois comme moi et qui a joué un rôle important par la suite, nous réunit pour nous dire « Je viens d'avoir par les organisations humanitaires avec lesquelles nous sommes en contact des informations précises, des premières informations sur ce qui se passe avec les gens arrêtés et déportés qui sont conduits dans des camps de déportation et on les tue de la manière la plus abominable. On arrête également les enfants et il faut que nous dispersions ces centres d'enfants, ces 12 centres où il y avait 12 centres de l'OSE où il y avait en moyenne entre 12 et 1500 enfants. Il faut les disperser, soit chez des particuliers, soit dans des institutions chrétiennes qui les acceptent. Et il me dit à moi, Georges, toi, je te demande de créer une filière de passage d'enfants en Suisse. C'est ainsi que le responsable général de cette organisation de plancage, de dispersion des enfants, m'a demandé aussi d'assurer cette filière de passage. Alors c'est à ce moment-là que je suis allé à la frontière, à Annemasse, et j'ai créé un réseau de passage avec la résistance, avec des contrebandiers, jusqu'à un certain moment où nous avons découvert que ces contrebandiers trahissaient les groupes que nous conduisions sous prétexte qu'il y avait un danger. Ils laissaient les gens à la frontière et d'innombrables juifs ont été égarés de cette manière et se croyant en Suisse avaient été abandonnés avant la frontière. À ce moment-là, nous avons arrêté de travailler avec ces contrebandiers. Nous avons passé nous-mêmes les enfants. Alors, dans la région d'Annemasse, vous avez contribué au sauvetage de centaines d'enfants. Vous vous êtes confronté avec des situations difficiles, avec des situations même catastrophiques. Votre personnalité est tout à fait à la mesure de ce que l'on va vous demander en 1946. Vous avez une rencontre absolument importante à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? La libération, je l'ai vécue en tant que commandant d'un camp de rapatriement qu'on m'avait créé à Annemasse avec un camarade, Mola Racine, car on attendait que de nombreux déportés et prisonniers de guerre allaient repasser à travers la Suisse et nous avions créé pour le gouvernement, le nouveau gouvernement de la République, nous avions créé un centre d'accueil et c'est ainsi que nous avons vu passer le train des femmes de Ravensbrück. Malheureusement ou heureusement, les rapatriés sont venus par l'Allemagne et il est apparu après 2-3 mois que notre action serait limitée. Nous avons, la Racine et moi, abandonné ce travail et nous sommes montés à Paris. J'essayais de m'orienter vers une nouvelle activité, me sentant incapable d'être un éducateur et un enseignant après les aventures, la vie intense que j'avais menée. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil
de Fischer, l'ancien directeur du KKL à Paris, qui me demande d'aller rencontrer Shaul à l'hôtel Métropole à Paris. Shaul à Vigour. Shaul Meherov à ce moment-là, Meherov et à Vigour. Quel est son rôle officiel? Shaul Meherov était déjà depuis 1935 le responsable du Mossad Alia Bet. C'était lui le grand patron, la Bricha, le Pama, enfin tout ça était sous sa direction. Le vrai organisateur, le vrai responsable, c'est un proche de Ben Gurion. Je rentre dans cette chambre d'hôtel, je vois Shaul Meherov, un homme, personnalité extraordinaire, malade, il était souvent souffrant, un visage très pâle avec d'énormes yeux, et à côté de lui, un jeune homme, blond, yeux bleus, très intéressant comme personnalité. Et on m'explique que le Mossad Alia-Bet va développer et intensifier ses activités et me demande si je veux accepter de les rejoindre. Ma mission serait de me rendre à Marseille et de jouer un double rôle, être un appât pour les gens de l'Intelligence Service qui découvrirent assez rapidement ce que je fais, et la DST est très intéressée à découvrir ces agents de l'Intelligence Service qui étaient installés le long de la côte pour surveiller les départs des bateaux clandestins. Et je devais également être en tant que Français, assurer la liaison avec les officiers de police, avec les préfets, avec les commissaires de police des régions, des ports où est allé avoir lieu les embarquements clandestins. Alors, à part à Vigour, quels sont les chefs, quels sont les responsables de la Bricha, du Mossad Alia-Bet? Avec qui êtes-vous en contact? Eh bien, je suis en contact avec Venia Pomerans, qui était l'adjoint direct de Shaul et qui m'a pris en main, qui m'a introduit, qui m'a fait visiter au ministère de l'Intérieur un directeur de la réglementation, Pagès, qui jouera un grand rôle dans cette immigration clandestine, car très croyant, très touché par la Shoah, très bouleversé par la Shoah. Alors moi, j'étais directement introduit dans un groupe de la Bricha. C'est-à-dire que j'allais à Marseille où il y avait des Roudi, des André, toute une équipe de Palestiniens, d'Israéliens venus de Palestine, et j'ai fait là connaissance avec cette formidable organisation animée par des gens d'un courage inouï, d'une audace inouïe, du kibbutznik pour la plupart, plein d'imagination, de ressources, d'énergie, qui ont organisé ces départs clandestins avec lesquels j'allais être confronté très intimement. Comment cette organisation qui a dû se confronter à l'Intelligence Service, qui travaillait dans une Europe exsangue, comment a-t-elle fait pour acheter et trouver des bateaux? Eh bien, c'était déjà une assez longue histoire, parce que l'émigration clandestine du Mossad Alia a commencé à partir de 32-33, à partir du développement du nazisme, et très vite en Israël, en Palestine, on a compris qu'il fallait faire sortir le maximum de juifs de Roumanie, de Pologne, de Hongrie, de Lituanie et de tous ces pays-là, et on a envoyé déjà des délégués de la Bricha pour organiser des départs. Et à ce moment-là, on a acheté des petits bateaux de pêche qui pouvaient prendre 15 personnes, 20 personnes, 25 personnes, et toute une flottille de petits bateaux de pêche sont partis à l'aventure avec des pêcheurs, et finalement on a réussi d'amener jusqu'à la déclaration de la guerre 5-6 000 émigrants de cette manière par la mer. Il y a eu d'autres départs que seulement ceux par la mer, par des voies de terre, vers la Turquie, etc. Mais c'était déjà un entraînement très sérieux. Comment les responsables faisaient pour contourner le refus anglais et surtout pour trouver des embarcations susceptibles de transporter
un plus grand nombre de personnes. Auprès de qui, à quelle porte frappait-il? Oui. C'est là qu'est intervenue cette formidable aventure. Un des futurs directeurs de la ZIM, dont je vais faire partie pendant une longue partie de ma vie, Danny Shin, La ZIM, la compagnie... nationale, ce qui deviendra par la suite la Compagnie nationale de navigation, israélienne. Un des animateurs de toute cette affaire maritime s'appelait Danny Shin. Danny Shin a été envoyé par Shaul Meirov aux États-Unis, qui avait été profondément bouleversé, car les Juifs de la brigade juive, les Juifs américains qui avaient libéré les camps, avaient évidemment fait savoir en Amérique tout ce qui se passait dans ces camps, et il y avait une énorme émotion. Alors Danny Shin avait reçu la mission d'aller en Amérique pour ramasser de l'argent, pour trouver des bateaux et de les préparer pour les faire venir en Europe. Et Danny Shin était un grand organisateur. Il a parfaitement réussi cette opération et ainsi une suite de navires de tonnage moyen ont été achetés, armés, convoyés vers la Bulgarie, vers la Hongrie, vers les pays de la mer Noire, pour amener déjà les premiers masses d'immigrants. Alors je suppose que pour obtenir par exemple les certificats de navigation, il fallait acheter la complicité d'un certain nombre de fonctionnaires. Alors, le Mossad devait régler plusieurs problèmes. Premièrement, l'acquisition des navires, beaucoup en Grèce. Les bateaux de vieux rafiaux grecs qui étaient rafistolés de manière à servir une seule fois pour un voyage, qui pouvaient être rachetés à des prix pas trop élevés. Il fallait ensuite trouver des pavillons de complaisance, car il y avait une réglementation pour quitter un port. Mais alors comment vous faisiez justement ? Alors on achetait des pavillons de complaisance. C'était très souvent des pavillons de Colombie, de Honduras, des pays d'Amérique du Sud, dont les représentants, les consuls n'étaient pas très regardants. On leur donnait tant par personne embarquée et on pouvait ainsi avoir un pavillon de complaisance. Ensuite, il fallait le ravitaillement. Et remettez-vous, à l'époque, l'Europe était affamée, vidée. Pour trouver du ravitaillement, pour embarquer, il fallait des spécialistes pour cela. Il fallait choisir les lieux d'embarquement et il fallait trouver également du pétrole, du fuel. L'Europe n'avait pas de fuel, même l'armée américaine était courte en fuel, alors il fallait à des prix d'or acheter du fuel pour transporter ces navires. Et alors il fallait, et c'était une des grandes préoccupations et peut-être une des grands succès du Mossad Aliyah, un réseau de communication. Ils ont très vite compris que dispersés comme ils étaient à travers toute l'Europe, il fallait communiquer, il fallait recevoir des instructions. Or, il faut vous dire que le Mossad Aliyah était une émanation directe de la Haganah, donc de la future armée juive, était très hiérarchisé, très organisé, avec un commandement où on laissait toute initiative et toute liberté, mais après accord de la direction. Et ceci, contrairement à ce qui se passait à l'Irgun, parce que l'Irgun a aussi commencé à bricoler dans cette histoire. C'était une grande affaire parce que la mer a toujours été et sera toujours dangereuse. Il fallait donc une discipline très stricte et très cohérente. Et ils avaient constitué un réseau de communication absolument extraordinaire qui a fait l'admiration de l'armée américaine qui n'a pas toujours su créer quelque chose de semblable. Votre mission vous amène dans la région de Marseille. Alors dans cette région, ça doit être le western, si je puis dire, le western permanent, parce que entre l'intelligence service, les agents de la Haganah et ceux qui sont chargés sur le terrain de préparer les embarquements, ça doit être absolument explosif. Est-ce que vous vous rencontrez à certains moments ? Eh bien, je peux vous raconter une petite anecdote qui illustre parfaitement ce qui pouvait se passer. Nous préparions un embarquement un peu important et nous cherchions continuellement les meilleurs emplacements pour faire partir, parce que les bateaux n'accostaient pas, bien sûr, ils restaient sur rade et disons à 2-3 kilomètres de la mer, il fallait embarquer des passagers, des réfugiés sur des bateaux pneumatiques par groupe. On les amenait là-bas, le bateau revenait, etc. Il fallait donc travailler tranquillement et tout ceci
aussi, étant observés très étroitement par les agences, c'est une vraie histoire, les agents de l'intelligence. Ils étaient tout le long de la côte, puisque le gouvernement anglais intervenait constamment auprès du gouvernement français pour leur demander d'arrêter ces départs clandestins. Venia vient de Paris, nous devons lui montrer une calanque entre Marseille et Cassis qui nous semblait bien protégée et particulièrement apte, que nous n'avions pas encore utilisée. Nous sommes toute une équipe, 5 ou 6 personnes, parmi lesquelles Venia, venue spécialement de Paris. Alors on arrive à cette calanque, c'est 10h30 de la nuit, et on examine, on discute autour de ce pêcheur. Tout d'un coup, des projecteurs et une compagnie de CRS nous encercle, nous arrête et nous emmène dans une villa pour interrogatoire séparé. Ils ont remarqué très vite que quelque chose ne collait pas. Ils avaient l'habitude d'arrêter des contrebandiers. Ce marin qui nous guidait était repéré comme un contrebandier, ce que nous ignorions. Et on nous interroge, ils se rendent compte que quelque chose ne colle pas. Venia, qui était le grand responsable, aurait pu tout de suite appeler des Pagès et des Jules Mock ou même des Preux, mais l'instruction a été d'utiliser le moins possible les relations officielles. Finalement, la chose devient plus grave et il demande d'appeler un numéro de téléphone qui était celui de M. Vibo, qui est à ce moment-là le directeur général de la DST. Tout s'arrange, tout s'éclaire, on nous relâche avec les honneurs. En réalité, nous étions à la recherche de ces ports d'embarquement car il y avait les difficultés de la mer. Il fallait trouver des endroits où la mer était un peu abrités par des avancées rocheuses pour ne pas trop mettre en danger les bateaux pneumatiques que nous utilisions pour cela. Au retour à la vie civile, Georges Loinger, enfin la vie civile si je puis dire, vous devenez directeur de la compagnie de navigation israélienne. Oui, j'étais donc totalement intégré dans cette équipe et j'avais travaillé pendant près de 3 années avec ces amis qui étaient devenus des amis. Mai 1948, à la création de l'État d'Israël, l'équipe du Mossad, qui était spécialement chargée des navires, est chargée par le nouveau gouvernement, de créer une compagnie nationale de navigation. Ce sera la compagnie Shoam d'abord, qui allait continuer à avoir des bateaux pour amener les émigrants qui arrivaient des pays de l'Est vers Israël et de créer un mouvement touristique. Est-ce que vous vous souvenez du premier départ de navires après la proclamation d'indépendance de l'État d'Israël? Oui, absolument. La Shoam avait acheté un navire qui s'appelait Kedma et qui était un assez beau bateau, mais que par la suite, passagers et équipage appelaient la danseuse, parce qu'elle était très instable sur la mer. Et par mauvais temps, ce qui est fréquent en Méditerranée, pas mal de passagers étaient malades. Mais je suppose quand même que lors du premier départ, du premier paquebot après la proclamation de l'indépendance de l'État d'Israël, l'émotion devait être à son comble. Eh bien, je vous avoue que aucune émotion était comparable à celle que j'avais vécue avec l'Exodus, avec le président Warfield. Cet embarquement, cette organisation, ce départ de Sète, le retour à Port-de-Bouc, tous ces drames, tout ce qui se passait à Marseille était déjà la routine habituelle des passagers. Bien sûr, le bateau arrivant à Haïfa, la même émotion, les gens pleuraient de joie en voyant le Carmel, les émigrants priaient, tout ça. Mais c'était déjà une routine professionnelle, rien de comparable à l'épopée de l'Aliabet. Georges Loinger, merci pour votre témoignage. Demain, Isaac Abrahami nous racontera ce que vécurent les internés au camp de Chypre.